Alors frères et sœurs, toujours en cette journée de mercredi, la présent 17h17, on se retrouve pour cette deuxième et dernière vidéo, Inch'Allah, de la journée. Nous allons commenter une vidéo qui a été réalisée et diffusée par la défense de Tariq Ramadan. Par la défense de Tariq Ramadan, résistance et alternative, Free Tariq Ramadan, Siham Handalousi. Siham Handalousi, qui va nous expliquer le pourquoi du comment du pourquoi. Bismillah, salam alaikum. Alaykoum salam ukhti. Nous voulons faire cette vidéo pour vous parler de l'affaire Tariq Ramadan. Nous, donc c'est bien une équipe qui... c'est bien une équipe, c'est bien les petites mains qui œuvrent, quoi. C'est pas le fait de particuliers qui, de leur propre initiative, de leur propre chef et de leur propre conviction personnelle, font des vidéos. On a affaire à une équipe de l'élite, de la crème des musulmans de France. Celle qu'on impose depuis bien trop longtemps aux musulmans de France. On t'écoute, Orti. Avant tout, nous voulons commencer par une affirmation. C'est que nous ne tolérons aucune atteinte à la dignité d'une personne, qu'elle soit homme ou femme. Une victime doit être écoutée. C'est un fait établi que personne ne conteste. Bon bah déjà ça nous rassure, elle nous explique qu'ils ne toléreront aucune atteinte à la dignité humaine. Une victime est une victime, elle doit être écoutée, respectée. Déjà, là ça me rassure quelque peu par rapport à ce qu'on a pu entendre de ce qu'on a entendu précédemment. Donc elle respecte le statut de victime est respecté chez elle. Donc déjà c'est déjà une bonne chose déjà. Mais en même temps c'est normal, on a affaire à une sœur quand même, hajba et tout. Bon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'une sœur en hijab peut voir comment peut-elle se représenter à travers Tariq Ramadan. Bon, ça c'est une énigme de plus. C'est vrai, non mais c'est vrai. Qu'une femme qui n'est pas trop dans la religion, à la limite je vais bien le croire, quoique, mais qu'une femme hajba portant correctement le hijab, alors que lui il est contre le hijab correct, hein, il l'a dit. Il a dit qu'il était contre... Bon, il n'a pas dit qu'il est contre le hijab correct. Il a dit, mais pourquoi ce hijab vous voyez, façon salaf, hein, tout noir, etc. Il a dit, il faut porter des hijabs, bon, avec des couleurs, le hijab qu'on voit le plus souvent dans les rues aujourd'hui. Vous voyez lequel dont je parle. Donc lui, déjà, à la base, il est contre le hijab que porte cette fille. Hein, il n'est pas contre le hijab, comme peut l'être Timéra, par exemple. Mais il faut aussi lui laisser le temps d'évoluer à M. Timéra. Il y arrive doucement parce que M. Timéra, c'est pas le sujet, mais il nous explique qu'il n'y a pas de hijab en islam finalement. Hein. Lorsqu'on conclut ses propos, c'est qu'il n'y a pas de hijab en islam. Bon, bah, dans quelques années, probablement, voire dans quelques mois, il nous dira qu'il est interdit de porter le hijab au nom du Coran, que Allah a interdit le hijab, que ce sont encore des savants qui ont mal compris le Coran, qui, pour des raisons probablement des syndicats du tissu qui avaient du mal à vendre leur tissu, se sont concertés, ils ont dit bon, il faut qu'on fasse voter une loi pour pouvoir vendre nos tissus, et donc ils ont inventé cette histoire de hijab. Ça m'étonnerait même pas que d'entendre ça, sincèrement. Au point où on en est aujourd'hui, ça m'étonnerait même pas. Lorsqu'on écoute la dernière vidéo de Timéra qui nous explique c'est quoi la jizya, en fait j'ai une idée géniale, il se trouve des idées géniales, et puis ensuite il veut les attribuer à l'islam. C'est ce que fait Timéra. M. Timéra a des idées géniales, mais c'est pas le sujet. Bon, c'est vrai, c'est quand même assez étonnant. Je crois que les sœurs, la grande majorité, enfin je suppose, j'espère, qu'elles ne se reconnaissent pas dans le discours de Tariq Ramadan à travers ce qu'on sait, notamment le hijab. Si ça tenait qu'à lui, à porter le hijab de façon un peu moins pudique. Mais bon. Cependant, nous sommes contre le traitement. En général, quand il y a des cependant des mais, le loup n'est pas très loin. En général, hein, pas toujours, mais très souvent, chez ces gens, lorsqu'il y a des mais, parce que Tariq Ramadan a souvent été critiqué par rapport à ces mais.
Oui mais, non mais. Et les francs-maçons n'aiment pas trop ça. Le maître blanc n'aime pas trop les mais. Vous voyez, on est Charlie ou on ne l'est pas, il n'y a pas de mais. En général, quand il y a des mais, des cependant, c'est jamais très bon. Oui, parce qu'en général, le mais et le cependant vient à la suite d'un propos qu'on dit qu'on ne pense pas, mais qu'on est obligé de dire, mais qu'on n'en pense pas, mais qu'on est obligé de dire. En général, c'est ça. Donc on le dit parce qu'on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix, donc on le dit, mais le mais va venir. En fait, le mais a une fonction, non pas de relativiser, mais d'abroger ce qu'on a dit précédemment. Ah oui, attends, c'est la technique. C'est comme ça que ça fonctionne. Le mais n'a pas de fonction tel qu'on le définit dans le dictionnaire, de fonction de relativiser le propos, mais le mais ou le cependant a fonction d'abroger totalement, d'anéantir ce qui a été dit précédemment. On verra si c'est son cas. Raciste et discriminatoire dont est l'objet Tariq Ramadan aujourd'hui. Ah bah voilà. Donc Tariq Ramadan est détenu en raison de son origine et de sa religion. Donc c'est un détenu, on nous a dit que c'est un détenu politique. À présent, on nous dit que c'est un détenu parce qu'il est maghrébin. Et elle a dit quoi? Elle a dit son... Je sais pas, raciste et un autre truc. Voilà, donc Tariq Ramadan est en prison parce que les juges n'aiment pas les maghrébins. Moins encore les égyptiens. Donc c'est pour ça qu'il est en prison. Bon. Oui. Avant même d'avoir bénéficié d'un traitement équitable à travers un procès, il a été condamné par le tribunal médiatique et la vindicte populaire. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord qu'il a été lynché par les médias. Mais, pour le coup, il faut quand même rappeler que c'est les médias qui nous l'ont imposé pendant 30 ans. Sinon, il serait resté un simple professeur de français, dans le meilleur des cas, d'une espèce de association pour jeunes en difficulté, hein, puis ça lui allait très bien, ma foi, dans son patelin. Donc c'est quand même eux qui l'ont imposé, tout le monde le sait, enfin voyons, pendant 30 ans. Donc nous savons, enfin vous devez savoir, en tout cas tout le monde sait, que les médias jouent un rôle en ce sens, pour tout le monde. Dans l'islam, dans tout. C'est eux qui décident qui va être lynché, qui va être mis sur orbite, qui va être gonflé finalement et qui va être dégonflé. C'est eux qui décident qui sera gonflé et qui sera dégonflé. Il a été gonflé. Moi, je me suis proposé de le dégonfler avec un peu plus au sens théologique du terme. Vous avez refusé. Parce que vous m'avez pas écouté, hein, vous avez fait comme si je n'existais pas, alors que vous connaissez très bien mon existence, parce que tout le monde connaît mon existence. Vous avez refusé que je le dégonfle, parce que vous êtes qu'une poignée d'hypocrites, dont Dieu parle de vous dans le Coran, et je vous ai exposé les éléments qui justifient que cet individu soit considéré comme apostat. Vous m'avez méprisé, vous m'avez insulté, vous m'avez calomnié, et vous m'avez combattu. Donc j'ai pas pu le dégonfler sur le ring, hein. Moi j'aurais préféré le dégonfler en face à face, c'est quand même normal. Et vous avez tourné, vous m'avez insulté pendant plus de 20 ans. Donc du lundi au dimanche, de janvier à décembre, vous m'avez insulté. À cause de cela, j'ai été, entre autres à cause de mon combat par rapport à lui, j'étais incarcéré 7 fois. Vous n'avez pas eu un mot, un regard pour moi. Et à présent, tu viens nous expliquer que les médias l'ont lynché. Oui, ils l'ont lynché, les médias. Parce que les médias ont repris ce qui leur appartient, la notoriété, tout simplement. Donc, lorsqu'on décide de danser avec le diable, il ne faut pas s'étonner qu'ils nous mettent le coup de couteau dans le dos. Il subit aujourd'hui une détention provisoire à laquelle échappent d'autres personnes, si bien qu'on ne peut que se questionner sur les motivations réelles de cette affaire et sur le 2 poids 2 mesures qui est fait ici. En effet, Dominique Strauss-Kahn, Darmanin, Gilbert Cuzou, tous aujourd'hui sont libres alors que Tariq Ramadan aujourd'hui croupit en prison. Fous-nous la paix, fous-nous la paix, fous-nous la paix, Strauss-Kahn, comparaison n'est pas raison, enfin... Fous-nous la paix avec tes comparaisons
de pauvres filles à qui enfin, fous-nous la paix. Combien d'autres personnes sont incarcérées injustement? Combien de personnes sont incarcérées de façon tout à fait qui souffrent parce qu'ils n'ont pas été entendus, parce qu'ils sont innocents, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que l'incarcération, enfin, fous-nous la paix, enfin. Parle-nous de ce qui ne va pas pour tout le monde, enfin. Et puis eux, à la limite, ils sont quand même respectables, ces gens. Strauss-Kahn, c'est quand même quelqu'un qui disait, qui se levait tous les matins en pensant comment il allait aider Israël. Israël lui a rendu la monnaie de sa pièce, même s'il a été traité comme on le sait. Il a quand même été traité de façon assez comme un voleur de poules. Mais bon, peu importe. Peu importe, ce sont des gens qui travaillent pour leur lobby, vous voyez. Ce sont des gens qui travaillent pour les leurs. Donc, quelque part, on leur rend leur monnaie de la pièce. Si c'est le cas, si c'est tant le cas... Mais ce n'est pas votre cas, vous. Il vous a ruiné, il vous a violé, il vous a tout enlevé, votre dignité, votre honneur, tout. Tout, il vous a tout enlevé. Sa présence n'a profité qu'à lui et à sa famille. Il s'en est mis plein les poches. Il est passé d'un taudis à un appartement en Angleterre et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il vous a laissé? Rien. Tu vis probablement quand ton HLM avec tes 3 et 4 bouquins, tu fais tes courses encore à Lidl ou que sais-je, et voilà, enfin, qu'est-ce qu'il vous a laissé? Eh ben oui, c'est quand on a le choix entre Mohammed et Tariq Ramadan, et quand on choisit Tariq Ramadan, ben, il ne faut pas s'étonner du retour du bâton, hein. C'est normal. Qu'en est-il particulièrement de Gilbert Cuzou qui, aujourd'hui, vient d'être mis en examen alors qu'il a contre lui 5 plaintes pour viol? Toi, t'es une grande menteuse, toi. Parce que j'irai pas vérifier ce que c'est ce Gilbert Cuzou, mais toi, t'es une grande menteuse, toi. T'es une grande menteuse, toi. Il faut vérifier ce que tu racontes. Et qu'il est toujours en liberté. On le voit donc, humiliation et traitement discriminatoire pour certains et impunité totale pour d'autres. Là encore, les minorités visibles sont humiliées par un traitement discriminatoire, voire raciste. Les minorités visibles, elles ont été trompées par Tariq Ramadan et par les rappeurs. Les rappeurs, avant qu'ils soient connus, avaient tous pour vocation de se battre pour le quartier, la cité et pour la minorité invisible qui souffre. Et dès qu'ils ont été mis sur orbite, finalement, ils habitent à Las Vegas, etc., etc., etc. Tariq Ramadan a fait la même chose. Dès qu'il a mis sur orbite, il vous a tous oubliés. Un peu comme Zidane et tous ces gens, soi-disant de chez nous, qui, lorsqu'on leur donne la notoriété, le fric, ils disparaissent et vous laissent crever la bouche ouverte. C'est tout. Pourquoi Tariq Ramadan est-il jugé exactement? Pourquoi il est jugé? Non, il n'est pas encore jugé, madame. Orti, il n'est pas encore jugé. Pour une affaire de mœurs, ou y a-t-il des motivations autrement plus politiques? Ah, bonne question. Bonne question. Si tu as des éléments à nous fournir pour des motifs politiques, nous sommes tout oui. Tout au long de cette affaire, des politologues, des intellectuels, des journalistes sont intervenus dans cette affaire, et ceci dès 2009. Yann Hamel, Caroline Fourest, Jean-Claude Elfassi, Antoine Sfer, toutes ces personnes sont intervenues dans le dossier de Tariq Ramadan, un dossier qu'on nous présente aujourd'hui pour une affaire de mœurs. Le seul point qui rassemble tous ces personnages est la haine idéologique qu'ils éprouvent à l'encontre de Tariq Ramadan et de ce discours. Ah d'accord, ils ont la haine de Tariq Ramadan. D'accord, bien sûr. En outre, nous venons d'apprendre qu'Alain Soral est intervenu aussi dans cette affaire puisque c'est lui qui aurait présenté les 2 protagonistes, les 2 plaignantes, à savoir Christelle et Enda Ayari, alors que toutes 2 prétendaient ne s'être jamais rencontrées. Alors à quoi fait-on face finalement? De quoi parle-t-on réellement? Là encore, des questions demeurent sans réponse et on est en droit d'interroger les motivations réelles de cette affaire. Nous ne comprenons pas pourquoi Tariq Ramadan est détenu aujourd'hui en détention provisoire. Nous sommes face à une... nous, non, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui comprennent très bien. Tu ne comprends pas, ou tu ne veux pas comprendre. Ou tu fais mine de ne pas comprendre. Aberration juridique. Monsieur Molins, le procureur de la Aberration juridique, nous dit-elle. République, qui est à l'origine de l'incarcération de Tariq Ramadan, avance 2 raisons.
La première serait que Tariq Ramadan pourrait exercer des pressions sur les plaignantes. Pourtant, alors qu'il était en liberté, il ne l'a jamais fait. Ah ok, d'accord. Donc à redire ce qu'il a dit le frangin. Il n'a jamais exercé des pressions sur les filles. Je laisserai le soin aux gens de décider de la cohérence de ses propos, ma foi. Il n'a jamais fait pression, non. Il n'a jamais fait pression. Pourquoi commencerait-il aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux, il a toujours appelé à la mesure, à ne pas insulter ses plaignantes et à ne pas s'en prendre à elles. Bah oui, si on se fie à ce qu'on veut bien nous montrer, oui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe derrière le rideau. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas ce qui se passe derrière le rideau. Ça ne vous intéresse pas, vous. Vous êtes comme des... vous gobez tout ce qu'on vous dit, enfin tout ce qu'il vous dit. De plus, selon le Code de procédure pénale, dire qu'il y a une possibilité éventuelle de pression sur des témoins n'est en aucun cas un motif justifiant la détention provisoire. C'est une aberration. Ah bon? Bah pourtant, c'est un article de loi. C'est l'article 144, me semble-t-il, qui prévoit qu'une DML, demande de mise en liberté, soit refusée au nom de pression sur les témoins. Ça ne peut pas être une aberration juridique, ça fait partie du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale. Comment peux-tu dire que c'est une aberration juridique, parce que c'est écrit dans le Code de procédure pénale? Alors peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce motif, oui, mais bon, après, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème, mais tu ne peux pas dire que c'est une aberration juridique, c'est prévu dans le texte. La seconde raison qu'avance M. Molins est que Tariq Ramadan pourrait fuir et ne pas se présenter à son jugement. Pourtant, il s'est présenté spontanément, de lui-même au service de police. Ben, il s'est présenté de lui-même parce qu'il n'avait pas le choix, et deux, ça lui permettait d'avoir au moins une chance de ne pas être incarcéré. Parce que s'il ne s'était pas présenté, ils auraient été le chercher, il aurait plus de chances d'être incarcéré. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il n'avait pas le choix. Et croyez-moi qu'il ne l'a pas fait de bon cœur. Hein. Et il a toujours collaboré avec les enquêteurs. Pourquoi fuirait-il un procès qu'il attend lui-même impatiemment? Ensuite, l'invocation par les médias français du passeport égyptien que posséderait Tariq Ramadan, sous-entendant qu'il pourrait fuir vers ce pays, est totalement risible. Pourquoi? Parce que Tariq Ramadan ne possède tout simplement pas de passeport égyptien. Alors moi, lorsque j'ai entendu ce qu'elle a dit, qu'il ne possède pas de passeport égyptien, la première des choses que je me suis posée comme question, c'est comment elle le sait. Parce que pour savoir que Tariq Ramadan n'a pas de passeport égyptien, il faut quand même avoir une certaine proximité avec lui. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui doit savoir s'il a un passeport égyptien, suisse, suédois ou que sais-je. Donc je me suis dit, tiens, comment elle sait qu'il n'a pas de passeport égyptien? Comment cette demoiselle sait-elle que Tariq Ramadan n'a pas de passeport égyptien? Et quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis rendu compte que cette demoiselle, Siham Andalousi, est finalement membre du Bureau national du collectif des musulmans de France. Membre du Bureau national du collectif des musulmans de France. Elle revient à travers cet entretien sur le rassemblement des responsables associatifs musulmans qui a lieu à Paris le 17 janvier 2004. Créé au début des années 90, donc ce membre national des collectifs de musulmans de France, le CMF se définit comme un réseau de musulmans, associations et mosquées et promeut un islam de France respectueux, autonome et ouvert sur la société et le monde. Selon Bernard Godard, le collectif des musulmans de France est proche de Tariq Ramadan. Donc Bernard Godard, le même qui a fait la vidéo que l'on connaît, et c'est un article que vous retrouvez sur Wikipédia qui date de plusieurs années, donc il a été rédigé il y a très longtemps. Donc on y trouve les informations que je vous dis. Donc selon Bernard Godard, le collectif des musulmans de France est proche de Tariq Ramadan, donc cette demoiselle est proche de Tariq Ramadan, dont Nabil El Nasri, depuis janvier 2011, est considéré, et dont Nabil El Nasri est le président depuis janvier 2011, qui est considéré par les journalistes de Libération comme un chercheur proche des frères musulmans. Voilà. Tout simplement. Donc en fait, cette demoiselle fait partie du collectif des musulmans de France, ce fameux collectif, proche de Tariq Ramadan, dont Nabil Nasri est le président. C'est pour ça qu'elle sait qu'il n'a pas de passeport. Donc on est en fait dans la secte. Ensuite, Tariq Ramadan n'est pas autorisé à entrer dans une Égypte qu'il condamne pour sa dictature. En fait, il faut le dire, dans les annales du droit, il n'est pas une enquête pour viol sur personne majeure datant de plusieurs années pour laquelle l'auteur présumé est placé en détention provisoire.
Bon, quand j'ai dit que c'était une menteuse, je ne l'ai pas dit pour rien. Parce que là, elle vient de mentir. On va réécouter cet extrait. Autorisé à entrer dans une Égypte qu'il condamne pour sa dictature. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez avec attention ce qu'elle dit. En fait, il faut le dire, dans les annales du droit, Donc, dans les annales du droit, il n'est pas une enquête pour viol sur personne majeure datant de plusieurs années il n'y a pas d'enquête sur viol datant de plusieurs années. pour laquelle l'auteur présumé est placé en détention provisoire. Donc là, ce qu'elle nous dit, c'est que dans les annales du droit, donc français, il n'y a pas une seule personne qui a été incarcérée plusieurs années après les faits. Voilà ce qu'elle nous dit. Dans les annales du droit, il n'y a pas de personne qui a été incarcérée pour une affaire de viol plusieurs années après les dits faits. On va réécouter l'extrait. Datant de plusieurs années, il n'est pas une enquête. En fait, il faut le dire, dans les annales du droit, il n'est pas une enquête pour viol sur personne majeure datant de plusieurs années pour laquelle l'auteur présumé est placé en détention provisoire. Venons-en maintenant. Voilà, donc là c'est un mensonge, parce que je vais vous lire un article que vous pouvez retrouver en tapant les mots-clés Le Parisien, le violeur présumé de la jeune Suédoise, confondu 8 ans après son ADN. Je vous lis l'article. Versailles, 8 ans après les faits, un homme de 46 ans a été mis en examen ce jeudi à Versailles avant d'être écroué pour le viol d'une jeune fille au père suédois de 19 ans, commis en février 2008, entre Paris et Orgeval, dans les Yvelines. Le violeur présumé employé dans une société de nettoyage est interpellé mardi à son domicile, etc., etc. Donc il vous suffit de petites recherches sur Google et vous trouvez qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ont été incarcérés bien après les faits, dont celui-ci qui a été incarcéré 8 ans après les faits. Et cette sœur vous explique qu'il n'existe pas dans les annales du droit une personne qui a été incarcérée des années après les faits. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Enlève ton hijab et va à la chicha. En fait, nous sommes outrés de voir que certains faits sont si peu, voire pas du tout considérés. Pourquoi les médias ou les juges n'en font pas mention ? Pourquoi n'en tiennent-ils pas compte ? D'abord, pour Ayari, il faut dire qu'elle a été accusée de harcèlement sexuel et de chantage au viol par un fonctionnaire assermenté. Voilà, donc là vous sort l'histoire en rapport avec la première plaignante, et que par conséquent, de ce fait, ça ne peut être qu'une menteuse ad vitam aeternam. Donc tout ce qu'elle dira après cette histoire, c'est forcément faux. Vous voyez la façon de voir les choses ? La secte, comment on voit les choses ? Il leur suffit de n'importe quoi, vrai ou pas vrai, mais de tout et n'importe quoi, d'un papier, d'un stylo, de ce que vous voulez. Et à partir de là, vous êtes condamné ad vitam aeternam pour eux. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. A contrario, en face, tous les indices graves et concordants, ça vaut rien. Voilà. Donc quand une plaignante se plaint de faits, et que cette plaignante a eu, je ne sais pas, une histoire quelconque ici ou là, ben ça y est, c'est fini. Ça y est, elle est plus recevable pour quoi que ce soit. Voilà la secte. Alors qu'à côté en face, un franc-maçon, menteur et tout ce que vous voulez, lui, non, il n'y a pas de problème. Lui, il n'y a pas de souci. Qu'en est-il de cette affaire ? Pourquoi n'est-elle jamais mentionnée ? Ensuite, elle prétend avoir été violée en 2012. Mais les messages Facebook présentés par la défense révèlent qu'Ayari a écrit plus de 280 fois à Tariq Ramadan sur Facebook en 2014 afin de le séduire sans que jamais M. Ramadan lui réponde. Sans que jamais M. Ramadan lui réponde, évidemment. Concernant Christelle, ensuite, les médias ont répété qu'elle avait identifié une cicatrice. Un seul média, le JDD du 3 février, a mis en évidence que la plaignante avait été incapable de décrire, voire même de situer la dite cicatrice. Un autre fait problématique concerne la rencontre de Christelle avec le magistrat Michel Debac. Cette rencontre aurait été organisée en 2009 par l'entremise d'Antoine Sfer, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, et Caroline Fourest. Or, aujourd'hui, Michel Debac siège à la Cour de cassation, dans le même tribunal où l'affaire de Tariq Ramadan est en train d'être traitée. En fait, non seulement c'est une menteuse, elle calomnie, elle protège un violeur, un présumé violeur, un franc-maçon, elle tape sur tout le monde, sur les victimes, elle respecte rien en fait cette fille. Pour les autres, il n'y a absolument aucun respect, elle a tapé sur tout le monde.
avec rien, avec juste des petits machins. Là, nous explique que M. Debac, qui a rencontré en 2009 la demoiselle ou je sais pas quoi, et qui siège aujourd'hui auprès de la Cour de cassation à Paris, a nous dit, il siège dans le même tribunal qui juge l'affaire de Tariq Ramadan. C'est du charabia ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est du charabia. C'est simplement du charabia. C'est même pas français ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est même pas français. Elle sait même pas de quoi elle parle, cette pauvre fille. Parce que la Cour de cassation est complètement indépendante. Elle est dans la ville de Paris. Elle est au 5 quai de l'horloge dans le premier, qui est complètement indépendant du tribunal. Le tribunal, c'est une chose, et la Cour de cassation en est une autre. C'est comme si on vous disait la pharmacie et la boulangerie. Même s'ils se situent dans la même ville, voire dans la même rue, la pharmacie c'est la pharmacie, la boulangerie c'est la boulangerie. Elle vous dit, elle veut vous faire croire que ce Debac, qui siège aujourd'hui auprès de à la Cour de cassation de Paris, la Cour de cassation de Paris, elle est dans le tribunal de Paris. Donc si la Cour de cassation qui est à Paris est dans le tribunal à Paris, c'est qu'il y a un problème. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Alors que le tribunal est une chose, la Cour de cassation est dans un autre endroit dans la ville de Paris et complètement indépendante du tribunal. C'est deux choses complètement différentes, deux adresses différentes, deux institutions différentes, etc. etc. Ça n'a rien à voir. Qui a pour vocation non pas de juger les dossiers, mais de juger si la loi était respectée. Ils ne jugent pas eux l'affaire, la Cour de cassation. Ils jugent si la loi était respectée. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec un jugement, après l'appel, on fait une cassation pour dire, voilà, écoutez, voilà, mes droits n'ont pas été respectés. Voilà, par exemple, des preuves ou que sais-je. Mais elle, voilà, c'est hallucinant. Aujourd'hui, Michel Debac siège à la Cour de cassation, dans le même tribunal où l'affaire de Tariq Ramadan est en train d'être traitée. Michel Debac siège à la Cour de cassation dans le même tribunal de l'affaire Tariq Ramadan. Non, enfin, c'est... La Cour de cassation est au 5 quai de l'horloge, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Numéro de téléphone 01 44 32 50 50. Complètement indépendant du tribunal qui est dans un autre endroit avec une autre... complètement... aucun rapport. Aucun rapport. Mais ça la dérange pas. Donc à calomnie ce monsieur... en fait, à calomnie tout le monde, en fait. Allemand et à calomnie tout le monde. Au nom du gourou. Du pied gauche du Dégel. Ben, en même temps, elle fait partie de l'équipe. Hein. C'est le CMF, hein. C'est l'équipe Nasri, c'est l'UIF, c'est les frères musulmans. Hein. Pourquoi a-t-il fallu la menace d'une enquête sur cette rencontre pour qu'il se manifeste? Je finirai par dire qu'il y a deux grandes victimes dans cette affaire. Ah, là, on va nous parler des deux grandes victimes dans cette affaire. Quelles sont-elles? Qui sont-ils, ces victimes? La première est la parole des femmes, qui est discréditée. La seconde est le vivre ensemble, auquel on nuit gravement à travers cette affaire. Bon, là, je crois qu'on a atteint le fond des égouts. Je crois qu'on a atteint l'immoralité suprême. Enfin, elle nous parle des deux victimes dans cette affaire. Moi, les deux victimes que je vois, et que toute personne normalement constituée verrait, ce seraient les victimes, déjà, les présumées victimes. Et, ma foi, un peu l'islam. Parce qu'il a bien sali l'islam. Je pense que si on pose la question à des gens normaux, vous diront, bon, les victimes, c'est présumé victime, puis l'islam, par exemple. Elle, pour elle, non. C'est la parole des femmes. La première victime, c'est la parole des femmes. Qu'est-ce qu'elle veut faire comprendre par là? Elle veut faire comprendre que comme c'est des menteuses, ces filles, donc la parole des femmes, le plus généralement, est discréditée. Parce que ces deux plaignantes sont des menteuses. Donc la parole des femmes, au sens large, est discréditée. Et la deuxième victime, c'est le vivre ensemble, parce que l'attaquant pro-laïcité, intégration est en prison, et que par conséquent, le discours que l'on connaît de l'intégration à la laïcité de Tariq Ramadan, et plus généralement de l'OIF, et de toute cette racaille, il en a pris un coup dans le cul. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Au mépris de ce que vous voulez. C'est ça les victimes pour elles. Car comment peut-il exister encore quand une partie de la population française considère que la justice n'est pas impartiale, qu'elle n'est pas faite pour eux et qu'elle peut être détournée aussi facilement?
Comment vivre sereinement quand on sait qu'à cause de notre foi ou de notre origine, nous serons traités différemment? Je finirai par dire trop. Voilà, donc c'est clair, quoi. Le monde s'est écroulé, quoi. C'est du racisme, de l'islamophobie, c'est un complot, c'est le vivre ensemble et remis ensemble. La tour Eiffel va s'effondrer, le ciel va s'ouvrir, la terre va s'ouvrir. C'est la fin du monde, quoi. Ça y est, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est peut-être la fin de leur monde, oui. Oui, probablement. Mais la fin du monde, sûrement pas. 3 choses. Pour résumer, la première, c'est que les preuves disculpatoires sont solides, c'est que les collusions sont manifestes et c'est que le parti pris des médias et le non-respect des procédures légales sont évidents. Pour Tariq Ramadan, nous voulons simplement un jugement équitable, qu'il soit libre pour qu'il puisse préparer sereinement sa défense avec ses avocats. Nous voulons qu'au-delà de toutes les passions des uns et de toutes les manipulations des autres, on puisse encore vivre et construire ensemble. Tariq Ramadan doit être libéré ce jeudi. L'incarcération dont il fait l'objet n'a aucun sens. Libérez Tariq Ramadan. Voilà. Libérez Tariq Ramadan. Libérez Mandela. Libérez l'hypocrite qui dort en vous. Voilà. Elle a craché sur tout ce qu'elle pouvait cracher. Elle a menti là où elle a pu mentir. Voilà. Je veux dire... Enfin, c'est... Je sais plus quoi dire en fait. Ça se dit musulmane, ça porte un hijab. Enfin, je sais plus quoi dire. Je vais vous laisser sur ces mots, je sais plus quoi dire.